l'homme de la tempête saine, la boulangerie. Julien Lavasseur ne réalisa qu'il avait perdu le contrôle de sa propre vie que lorsqu'il poussa la porte de la boulangerie de Sainte-Colombe et que le silence tomba sur les lieux comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. La clochette à l'entrée tinta, répandant l'odeur chaude du pain frais, du beurre et du café fort. Pendant une seconde, il crut presque pouvoir n'être qu'un client ordinaire, un étranger de passage dans les montagnes. Presque. « Bonjour », risqua-t-il la voix basse. Madame Gérard, la propriétaire de la boulangerie, leva les yeux du comptoir. Elle avait le visage marqué par les années, les cheveux gris tirés en chignon serré, le tablier impeccable. Son regard parcourut le manteau cher de Julien jusqu'aux bottes sales de neige, remonta jusqu'à son visage et se figea. La neutralité polie disparut. À sa place vint une reconnaissance pure, tranchante, ancienne. « Vous ». Elle n'eut pas besoin de prononcer son nom. Le mot résonna comme une accusation. Les quelques clients présents, 2 femmes avec des sacs de course, un jeune homme en veste épaisse, un vieil homme appuyé dans un coin avec un café à la main, se retournèrent un à un. Les yeux de tous se posèrent sur Julien comme s'il était un animal rare ou un virus. Il tenta de garder sa posture habituelle. Épaule droite, menton relevé, l'air distant des jours où il commandait dans les salles de conseil à Paris. « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît », dit-il, comme si rien n'allait mal, comme si des années ne flottèrent pas dans l'air entre lui et ses gens. Madame Gérard ne bougea pas. « Une baguette », répéta-t-elle lentement, son regard transperçant sa peau. 10 ans après, et tout ce que monsieur s'est demandé, c'est une baguette. Son rire bref et sans humour rendit l'atmosphère encore plus lourde. « Vous êtes Julien Lavasseur », continua-t-elle, plus fort, pour que tout le monde entende. « Le mari de Mathilde. » Pause. « Pardon. L'homme qui fut un jour son mari et qui a disparu comme un voleur. » Julien sentit son estomac se contracter. Dans les bourses, dans les contrats, personne n'osait jamais lui parler ainsi. Mais là, dans cette minuscule boulangerie, le poids de son nom ne valait même pas le prix d'un pain. « Je ne suis pas venu causer des problèmes, » murmura-t-il. « Je suis juste de passage à cause de la tempête. Je ne savais pas qu'elle habitait encore ici, » coupa Madame Gérard, les yeux étincelants. « Eh bien si, elle est restée. Celui qui disparaît sans prévenir, c'est généralement l'homme, pas la maison. » Les 2 femmes près du comptoir échangèrent un regard. L'une d'elles murmura quelque chose comme « Pauvre Mathilde ». Le jeune homme en veste fit semblant de regarder les croissants, mais ne quittait pas Julien des yeux. La porte de la boulangerie s'ouvrit à nouveau et une rafale d'air froid entra avec un homme grand, à la barbe grisonnante et aux mains calleuses, Bernard Coutaz, le menuisier du village. Il s'arrêta en voyant Julien et un sourire dur apparut sur ses lèvres. « Alors c'est vrai », dit-il sans même saluer. « Le monsieur de Paris est revenu. » Julien tenta de respirer profondément. « Je ne suis pas revenu. Je suis juste coincé ici à cause de la neige. » Coincé. Bernard hocha la tête comme s'il savourait le mot. Intéressant, parce qu'il y a 10 ans, c'est elle qui est restée coincée ici. Coincée dans la honte, coincée avec les questions, coincée avec une alliance qui soudain ne valait plus rien. Il fit un pas en avant, se rapprochant tellement que Julien pouvait sentir l'odeur de sciure imprégnée dans son manteau. « Dis-moi quelque chose, Lavasseur. La montagne t'a ramené, ou elle a simplement raté sa cible la première fois, parce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'elle aurait mieux fait de t'avaler pour de bon. » Un murmure parcourut la boulangerie. Personne ne rit, ce n'était pas une blague, c'était un jugement. Julien sentit son visage brûler. Au fond de ses yeux, une pression ancienne commença à le gêner. Quelque chose qu'il ne laissait pas remonter à la surface depuis qu'il avait décidé que les sentiments étaient un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Je sais que j'ai eu tort », parvint-il à dire, la voix rauque. « Mais c'est entre Mathilde et moi. » « Non », Madame Gérard frappa sa main sur le comptoir. « C'est là le problème avec les hommes comme vous. Vous pensez que ce que vous faites à une femme, c'est entre vous deux. Pas ici, monsieur. Ici, nous l'avons vu se flétrir, nous l'avons vu continuer à donner ses cours avec le sourire aux lèvres et le regard brisé. Nous l'avons vu inventer des excuses pour votre disparition. Nous l'avons vu attendre pendant des mois quelqu'un qui n'allait pas revenir. » Elle prit une baguette, la posa sur le comptoir avec force. « Prenez-la, c'est offert par la maison. » Sa voix maintenant tranchait. « Pas parce que vous le méritez, mais parce qu'elle ne laisserait jamais personne mourir de faim, même pas vous.
Julien ouvrit son portefeuille, mais la femme recula. « Gardez votre argent, dit-elle avec dégoût. Ici, il n'achète rien de ce qui compte. » Bernard s'appuya contre la porte, bloquant la sortie un instant. « J'ai entendu dire que l'école va fermer, » commenta-t-il, sans quitter Julien des yeux. « Que les enfants d'ici devront descendre la montagne tous les jours pour étudier. Vous savez qui souffre le plus de ça? Elle, la professeure que vous avez laissée derrière vous. » Silence. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» continua-t-il, la voix basse. « Vous êtes parti pour construire un empire, et maintenant vous revenez pour découvrir le seul endroit où votre argent ne vaut rien, le cœur de la femme que vous avez détruite. » Il s'écarta enfin de la porte. « Maintenant vous pouvez partir, monsieur Lavasseur, » compléta-t-il dans un murmure. « Fuir, c'est quelque chose que vous avez toujours très bien su faire. » Julien saisit la baguette avec des doigts tremblants. Pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de tout laisser tomber là, par terre, et de disparaître. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Pas de cette honte, pas de ces regards, pas du passé. Il sortit de la boulangerie sous le regard pesant de tous, la clochette tintant derrière lui comme un petit verdict final. Dehors, le froid coupa son visage, mais c'était presque un soulagement comparé aux paroles qui résonnaient encore dans sa tête. L'homme qui a abandonné la professeure. Dommage que la montagne ne t'ait pas englouti. Ici, votre argent n'achète rien. Julien commença à remonter le chemin couvert de neige vers le chalet où il était hébergé de force. Le chalet que, 10 ans auparavant, il avait appelé sa maison. À chaque pas, sa respiration sortait en nuages courts, irréguliers. La honte pesait plus lourd que la neige. Il serra la baguette contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un objet quelconque. Mais il savait que ce n'était pas le cas. C'était un rappel, un jugement, un message silencieux de Mathilde, même sans qu'elle soit là. Elle savait qu'il descendrait. Elle savait qu'il serait reconnu. Et pourtant, elle avait laissé le pain prêt à la boulangerie, comme elle le faisait quand elle l'attendait, avant. 10 ans auparavant, quand il était encore le genre d'homme pour qui elle allumait le four en fin d'après-midi. Maintenant, il n'était que l'étranger que la montagne avait recraché. Julien s'arrêta un instant, haletant, au milieu de la route gelée. Il regarda le village en contrebas, les cheminées crachant de la fumée, les voix lointaines des enfants jouant dans la neige. Là, dans ce coin oublié de France, il n'était pas le génie de la finance. Il n'était pas l'homme qui déplaçait des millions avec un coup de téléphone. Là, il n'était qu'une seule chose, l'homme qui était parti. Et pour la première fois, la question apparut avec force, tranchante, incontournable. Quand exactement ai-je commencé à devenir le méchant de ma propre histoire? Il ferma les yeux, respira profondément. 2 jours auparavant, sur cette même montagne, il croyait encore qu'il contrôlait tout. La route, le temps, sa propre vie. 2 jours auparavant, la tempête n'avait pas encore commencé. La neige tombait en rafales épaisses sur l'autoroute A41, transformant le paysage alpin en un tourbillon blanc et hostile. Julien Lavasseur serrait le volant de sa Mercedes classe S, les jointures blanches, les yeux plissés face aux phares qui peinaient à percer l'obscurité cotonneuse. Le GPS avait perdu le signal depuis 15 minutes. L'écran affichait désormais un message glacial. Aucune donnée disponible. Recalcul impossible. Il était 19 heures passées, et la tempête empirait de minute en minute. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement le pare-brise, mais la neige s'accumulait plus vite qu'il ne pouvait l'évacuer. Julien sentait la voiture déraper légèrement sur la chaussée verglacée, et pour la première fois depuis des années, il éprouva quelque chose qu'il avait presque oublié, la peur. À 42 ans, Julien Lavasseur était un homme qui contrôlait tout. Son empire financier, Lavasseur Capital Partners, gérait plus de 3 milliards d'euros d'actifs. Il dictait sa loi dans les salles de conseil d'administration, négociait des accords à 8 chiffres avec un détachement clinique et traversait les crises boursières comme on traverse une rue. Rien ne lui échappait. Rien ne le surprenait. Rien ne l'ébranlait, sauf cette tempête. Il venait de quitter Genève après une réunion avec des investisseurs suisses. Un dîner rapide au Richemont, quelques poignées de main, un contrat signé. Tout s'était déroulé comme prévu, mais au lieu de passer la nuit à l'hôtel comme le suggérait son assistante, il avait insisté pour rentrer à Paris. Il avait une autre réunion le lendemain matin. Il ne perdait jamais de temps. Maintenant perdu quelque part dans les montagnes, avec un téléphone sans réseau et une voiture qui glissait dangereusement vers le bas-côté, Julien commençait à regretter cette décision. Il ralentit, cherchant des yeux un panneau, une indication, n'importe quoi.
Mais il n'y avait que du blanc partout. Les arbres n'étaient plus que des ombres fantomatiques. Les lignes de la route avaient disparu sous la neige. Il roulait maintenant au jugé, priant pour ne pas se retrouver dans un ravin. Puis, à travers les flocons tourbillonnants, il aperçut quelque chose. Une lumière, faible, tremblante, mais bien réelle. Une lumière dorée qui brillait entre les pins enneigés à quelques centaines de mètres de la route. Une maison. Sans réfléchir, Julien braqua le volant et s'engagea sur ce qui ressemblait à un chemin de terre. La voiture cahota violemment, les pneus patinant dans la neige épaisse. Le moteur rugit, les roues tournaient dans le vide, mais la Mercedes avançait, centimètre par centimètre, vers cette lueur salvatrice. Finalement, il atteignit une petite clairière. Devant lui se dressait un chalet alpin traditionnel, tout en bois et en pierre, avec une cheminée d'où s'échappait une fumée grise. Les volets étaient ouverts, et derrière les vitres embuées, on devinait la chaleur d'un feu de cheminée. Julien coupa le moteur, prit son manteau en cachemire, ridiculement inadapté pour ces conditions, et sortit dans la tempête. Le froid le gifla immédiatement, mordant ses joues, s'infiltrant sous son col. Il se précipita vers la porte d'entrée et frappa 3 coups fermes. Le silence. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Enfin, il entendit des pas à l'intérieur, lents, prudents. La poignée tourna, la porte s'ouvrit, et le monde de Julien Levasseur s'arrêta. Mathilde. Elle était là, devant lui, enveloppée dans un châle de laine gris anthracite, une tasse de thé fumante entre les mains. Ses cheveux châtains, autrefois longs jusqu'aux épaules, étaient maintenant coupés courts, encadrant un visage qui avait perdu sa douceur juvénile pour gagner en caractère. Ses yeux noisettes, ses yeux qui le regardaient autrefois avec tant d'amour, se posèrent sur lui avec une expression qu'il ne put déchiffrer. D'abord de la surprise, puis quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Julien. Elle prononça son nom comme on prononce le nom d'une maladie ancienne qu'on croyait guérie. Il resta figé sur le seuil, trempé par la neige, les cheveux collés au front, son costume Armani ruiné par l'eau glacée. Il ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais rien ne vint. Que pouvait-il dire? Que pouvait-on dire après 10 ans de silence? Mathilde, parvint-il enfin à articuler. Je me suis perdu. La tempête. Le GPS ne fonctionne plus, Tu ne peux pas rester ici, le coupa-t-elle d'une voix blanche. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, c'était de l'indifférence. Je sais, répondit-il, la gorge serrée, mais je ne peux pas repartir. Les routes sont coupées. Je ne vois rien. Elle ne bougea pas. Elle resta là, main sur la poignée, l'autre serrant sa tasse de thé, le regardant comme on regarde un problème qu'on ne sait pas résoudre. Derrière elle, un vieux chien berger apparut en boitillant. Il s'approcha de Mathilde, se colla contre sa jambe et observa Julien avec méfiance. « C'est Balzac, dit-elle sans quitter Julien des yeux. Il n'aime pas les étrangers. » Le mot résonna douloureusement. Étranger. C'était ce qu'il était devenu pour elle. Un étranger. Le vent hurla, projetant une bourrasque de neige à l'intérieur de la maison. Mathilde frissonna. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis recula d'un pas. « Entre !» mais seulement jusqu'à ce que la tempête passe. Elle ne le regardait plus. Elle était déjà repartie vers l'intérieur, Balzac trottinant derrière elle. Julien entra et referma la porte derrière lui. La chaleur de la maison le frappa immédiatement, contrastant brutalement avec le froid extérieur. Il retira son manteau trempé, le posa sur le porte-manteau près de l'entrée et regarda autour de lui. Rien n'avait changé. Le salon était exactement comme il s'en souvenait. Le canapé en velours vert bouteille, la bibliothèque murale débordant de livres, la petite table basse en bois sur laquelle reposait toujours une pile de romans annotés. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. L'odeur du bois brûlé, mêlée à celle du thé et des épices, était si familière qu'elle lui donna le vertige. C'était comme revenir 10 ans en arrière, comme si le temps s'était figé ici, dans cette maison, pendant que le reste du monde continuait de tourner. Mais Mathilde, elle, avait changé. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la tempête avec une expression fermée. Elle ne l'invitait pas à s'asseoir. Elle ne lui proposait rien à boire. Elle attendait simplement qu'il dise quelque chose, qu'il justifie sa présence. « Je n'avais aucune idée que c'était ta maison, » dit-il finalement. Je roulais au hasard. J'ai vu la lumière et... Tu n'as pas besoin de t'expliquer, le coupa-t-elle encore. Tu es là, c'est tout.
Un long silence suivit. Julien chercha des mots, mais tout ce qui lui venait à l'esprit sonnait faux, creux, inutile. « Comment vas-tu » demanda-t-il bêtement. Elle se tourna enfin vers lui et dans son regard, il vit une lueur d'ironie amère. « Comment je vais » répéta-t-elle lentement. « Ça fait 10 ans que tu es parti sans un mot, Julien. 10 ans. Et tu me demandes comment je vais ?» Il baissa les yeux. « Je suis désolé, c'était une question stupide. » Oui, elle l'était. Elle se détourna à nouveau, posa sa tasse sur la table et ajouta d'une voix plus douce, mais non moins ferme, « Tu peux dormir sur le canapé. Il y a des couvertures dans le placard du couloir. La tempête devrait se calmer d'ici demain soir, peut-être plus tôt. Après, tu partiras. » « D'accord. » Elle s'apprêta à quitter la pièce, mais il osa une question. « Tu vis seule ?» Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, sans se retourner. « Oui, seule. » Puis elle disparut dans le couloir, Balzac sur ses talons, et referma la porte de sa chambre derrière elle. Julien resta là, debout dans le salon, écoutant le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Il avait l'impression d'être un fantôme dans sa propre vie, un intrus dans un passé qu'il avait lui-même détruit. Il s'approcha de la bibliothèque et parcourut les titres du regard. Camus, Duras, Modiano, Sarraute, Yourcenar, tous des livres qu'elle aimait, tous des livres qu'elle lui lisait autrefois le soir quand il venait la voir les week-ends. Il en tira un au hasard, L'étranger de Camus. Il l'ouvrit. Sur la première page, une dédicace manuscrite pour Mathilde qui comprend tout. Avec amour, maman. Noël 2008. Il referma le livre délicatement, le remit à sa place et s'assit sur le canapé. Il posa sa tête entre ses mains. Qu'est-ce qu'il faisait là? Le lendemain matin, Julien se réveilla avec un torticolis et une sensation de malaise qui ne devait rien à la position inconfortable dans laquelle il avait dormi. La lumière grise du petit jour filtrait à travers les rideaux. La tempête continuait, moins violente mais toujours présente. Il se leva, plia les couvertures et regarda autour de lui. La maison était silencieuse. Pas de bruit dans la cuisine, pas de pas dans le couloir. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La neige avait tout recouvert. Sa voiture n'était plus qu'une forme blanche difforme au milieu de la clairière. Les arbres ployaient sous le poids de la neige. Le chemin qu'il avait emprunté la veille avait disparu. Il était piégé. Un léger bruit attira son attention. Il se retourna. Mathilde était dans la cuisine, préparant du café. Elle portait un pull épais en laine écrue, un jean usé, et ses pieds étaient glissés dans de vieilles chaussettes en laine. Ses cheveux étaient encore ébouriffés de sommeil. Elle ne le regarda pas. « Il y a du café, dit-elle simplement. »« Merci. » Il s'approcha prudemment, comme on s'approche d'un animal blessé. Il se servit une tasse, s'assit à la table de la cuisine et attendit qu'elle dise quelque chose. Mais elle ne dit rien. Elle beurra une tartine, la mangea en silence, les yeux fixés sur la fenêtre. « Mathilde » commença-t-il. « Ne dis rien » le coupa-t-elle sans le regarder. « S'il te plaît. » Il se tut. Elle termina sa tartine, se leva, rinça son assiette, puis enfila un manteau et des bottes. « Je vais au village. J'ai cours à 9 heures. » Par ce temps, elle lui lança un regard froid. « J'ai toujours cours. Tempête ou pas. » Elle appela Balzac, qui se leva péniblement de son panier, et tous deux sortirent dans le froid. Julien resta seul dans la maison. Sainte-Colombe était un village d'à peine 600 âmes, accroché à flanc de montagne à 1000 mètres d'altitude. Ses ruelles pavées serpentaient entre des chalets centenaires, une petite église au clocher de pierre, une boulangerie qui ouvrait à 6 heures du matin, un café-tabac où les hommes jouaient aux cartes l'après-midi, et une épicerie qui vendait à peu près tout ce dont on pouvait avoir besoin sans avoir à descendre à Grenoble. C'était un village où tout le monde se connaissait, où les secrets ne restaient jamais secrets bien longtemps, où l'on se saluait dans la rue, où l'on prenait des nouvelles des uns et des autres, où l'on se serrait les coudes quand venait l'hiver rude. Et tout le monde connaissait Mathilde Dernier. Elle enseignait au collège depuis 20 ans. Elle avait formé des générations d'élèves, leur avait appris à aimer Molière, Hugo, Rimbaud. Elle organisait des sorties culturelles, montait des pièces de théâtre avec les plus motivés, prêtait ses propres livres à ceux qui voulaient aller plus loin. Elle était respectée, aimée, considérée comme l'une des piliers du village. Et tout le monde savait aussi qu'elle avait été mariée, brièvement, à un homme de Paris, un homme qui l'avait abandonné sans explication. Julien décida, vers 11 heures, de descendre au village.
Il ne pouvait pas rester enfermé dans cette maison toute la journée, à tourner en rond comme un prisonnier. Il avait besoin de marcher, de respirer, de s'éloigner de cette présence fantôme qui flottait dans chaque pièce. Il enfila son manteau, toujours inadapté, et sortit. La neige avait cessé de tomber, mais le ciel restait lourd, chargé de nuages gris anthracite. Julien descendit le chemin qui menait au village, glissant plusieurs fois sur la pente verglacée, s'accrochant aux arbres pour ne pas tomber. Ses chaussures en cuir italien n'étaient pas faites pour ça. Après 20 minutes de marche laborieuse, il atteignit enfin les premières maisons du village. Il croisa quelques habitants qui le regardèrent avec curiosité. Un homme âgé, appuyé sur une canne, le salua d'un signe de tête méfiant. Une femme qui déblayait la neige devant sa porte l'observa un long moment avant de rentrer chez elle. Julien continua jusqu'à la boulangerie. L'enseigne en bois peint indiquait « Boulangerie Gérard » depuis 1952. Une clochette tinta lorsqu'il poussa la porte. L'intérieur était chaleureux, empli de l'odeur divine du pain frais et des croissants dorés. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, tablier blanc impeccable, visage sévère. « Bonjour », dit Julien poliment. La femme leva les yeux. Son expression changea instantanément. La neutralité polie se muta en quelque chose de beaucoup plus froid. « Bonjour », répondit-elle d'une voix sèche. Julien s'approcha du comptoir. « Une baguette, s'il vous plaît. » La boulangère ne bougea pas. Elle le regarda longuement, en silence. Puis elle dit « Vous ». Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Julien sentit son estomac se nouer. « Pardon, Madame Gérard », car c'était elle, croisa les bras sur sa poitrine. « Vous êtes Julien Lavasseur ». Les autres clients dans la boutique se retournèrent. 2 femmes d'âge moyen cessèrent leur conversation. Un jeune homme en doudoune s'arrêta de choisir ses pains au chocolat. Tout le monde regardait maintenant. « Oui », admit Julien, « c'est moi, le mari de Mathilde. » L'ex-mari. « Ah oui, l'ex. » La voix de Madame Gérard dégoulinait de mépris. Celui qui est parti du jour au lendemain. Comme un voleur. Julien sentit ses joues s'embraser. Il n'avait pas été humilié ainsi depuis jamais, en fait. Dans son monde, personne n'osait lui parler sur ce ton. Mais ici, son pouvoir, son argent, ne signifiaient rien. « Je ne suis pas venu pour... » « Pourquoi, alors ?» Elle se pencha en avant, les yeux plissés. « Pour demander pardon ? Pour expliquer pourquoi vous avez laissé cette femme seule, humiliée devant tout le village, à se demander ce qu'elle avait fait de mal. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Soudain, la porte s'ouvrit derrière lui. Un homme entra, grand, la 50aine, barbe grisonnante, main calleuse de travailleur manuel. Il portait une veste en toile cirée et des bottes de chantier. Son regard se posa immédiatement sur Julien, et quelque chose s'alluma dans ses yeux. « Tiens, tiens, dit-il d'une voix grave, le monsieur de Paris. » C'était Bernard Coutaz, le menuisier du village, un homme respecté, qui avait grandi ici, qui connaissait chaque famille, chaque histoire. Un homme qui avait toujours eu un faible pour Mathilde, même si elle ne l'avait jamais regardé de cette manière. Bernard s'approcha lentement, les mains dans les poches, un sourire sans joie aux lèvres. « Alors, le millionnaire qui a abandonné la professeure sans un mot revient parce qu'il s'est perdu dans la neige. » Julien se raidit. « Je ne suis pas venu pour... » « Dommage que la montagne ne t'ait pas gardé, » continua Bernard, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Le silence dans la boulangerie était assourdissant. Tout le monde regardait, attendait. Julien sentit la honte, brûlante et humiliante, monter en lui. Il voulait partir, fuir, disparaître. Mais ses pieds restaient cloués au sol. « Je vais y aller, » murmura-t-il. « C'est ça, » dit Madame Gérard en lui tournant le dos. « Allez-vous-en, comme vous savez si bien le faire. » Julien sortit de la boulangerie, les jambes tremblantes, le visage brûlant de honte. Dehors, le froid le gifla, mais il le sentit à peine. Il marcha rapidement, tête baissée, fuyant les regards qui le suivaient depuis les fenêtres. Il remonta le chemin vers la maison de Mathilde, glissant, trébuchant, mais ne s'arrêtant pas. Quand il arriva enfin, il poussa la porte et s'effondra sur le canapé, le souffle court, les mains tremblantes. Sur la table basse, il y avait une baguette fraîche. Mathilde était passée. Elle savait ce qui l'attendait au village, et elle n'avait rien dit. Mathilde rentra en fin d'après-midi, les joues rouges de froid, Balzac trottinant péniblement derrière elle. Elle accrocha son manteau sans regarder Julien, retira ses bottes et se dirigea directement vers la cuisine.
Elle alluma la bouilloire, sortit une boîte de thé Earl Grey et attendit que l'eau chauffe. Julien la regardait depuis le salon, assis sur le canapé, un livre qu'il n'avait pas lu entre les mains. Il voulait dire quelque chose, mais quoi? S'excuser pour ce matin? La remercier pour la baguette? Lui demander comment s'était passée sa journée, comme si de rien n'était? Finalement, ce fut elle qui brisa le silence. « Ils t'ont parlé », dit-elle sans se retourner. Ce n'était pas une question. « Oui !» Elle versa l'eau bouillante dans une théière en céramique blanche. « Bernard peut être direct. Il m'a dit que la montagne aurait dû me garder. » Mathilde ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le thé infuser, prit une tasse dans le placard et s'assit à la table de la cuisine. Julien pouvait voir son profil éclairé par la lumière déclinante de l'après-midi. « Il a toujours été protecteur avec moi, » dit-elle enfin. « Quand tu es parti, c'est lui qui a réparé la gouttière qui fuyait. C'est lui qui a fendu le bois pour l'hiver. C'est lui qui venait prendre des nouvelles quand il me voyait trop silencieuse. Chaque phrase était une pierre lancée dans l'eau calme de sa culpabilité, créant des cercles qui s'élargissaient de plus en plus profonds. « Je suis désolé, murmura Julien. « Arrête de dire ça, répliqua-t-elle sèchement. Tu l'as déjà dit hier, ça ne change rien. » Elle but une gorgée de thé, les yeux fixés sur la fenêtre où la neige recommençait à tomber, lente et hypnotique. « Pourquoi tu es revenu, Julien ?» La question flotta dans l'air, lourde de sens. « Je ne suis pas revenu. Je me suis perdu. C'est le hasard. » Elle tourna enfin la tête vers lui. Et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. De la colère. Le hasard. Elle répéta le mot comme s'il avait un goût amer. « Tu crois vraiment au hasard, toi ? Tu crois que c'est un hasard si, après 10 ans, tu te retrouves exactement ici, devant ma porte, perdu dans une tempête ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Julien se leva, frustré. « Que je suis venu te voir ? Que j'ai tout planifié ? Ce n'est pas le cas. Je ne savais même pas que tu vivais encore ici. »« Encore ici » répéta-t-elle avec un rire sans joie, comme si j'aurais dû partir. Comme si cette maison, ce village, cette vie que je me suis construite ne valait rien. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est ce que tu as toujours pensé. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Tu as toujours pensé que cette vie était trop petite, trop simple, trop ennuyeuse, que j'étais trop petite, trop simple, trop ennuyeuse. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu es parti ? Le cri résonna dans la maison. Balzac leva la tête, inquiet. Le silence qui suivit fut insoutenable. Julien ouvrit la bouche, chercha ses mots, mais ils restèrent coincés dans sa gorge. Comment pouvait-il expliquer ? Comment pouvait-il lui dire que ce n'était pas elle, que c'était lui, que c'était la terreur de se voir reflété dans ses yeux aimants, de voir l'homme qu'il aurait pu devenir s'il avait eu le courage de rester ? Mathilde secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Oublie, ça n'a plus d'importance. Elle se détourna, prit sa tasse et quitta la cuisine. Julien l'entendit monter l'escalier, entrer dans sa chambre et fermer la porte doucement. Il resta seul dans la cuisine, les poings serrés, le cœur battant. Pourquoi était-il parti ? Il connaissait la réponse. Il l'avait toujours connue, mais il n'avait jamais eu le courage de se l'avouer. La nuit tomba rapidement, enveloppant la montagne dans une obscurité épaisse. Julien alluma un feu dans la cheminée, plus pour s'occuper les mains que par besoin de chaleur. Il regarda les flammes danser, hypnotiques, pendant que dehors le vent hurlait et que la neige continuait de tomber. Vers 22 heures, Mathilde redescendit. Elle portait un pyjama en flanelle et de grosses chaussettes. Ses yeux étaient rouges. Elle ne dit rien, se dirigea vers la cuisine et commença à préparer une soupe. L'odeur des légumes et du thym emplit bientôt la maison. Julien la regarda faire en silence. Elle coupait les carottes avec des gestes précis, mécaniques, comme si elle avait fait ça des milliers de fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que c'était sa routine, tous les soirs, depuis 10 ans. Seule. « Tu as faim ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Oui. Mets la table. » Il obéit. Sortit 2 assiettes, 2 cuillères, 2 verres, posa une carafe d'eau au centre. Ils s'assirent face à face comme un vieux couple et mangèrent en silence. La soupe était excellente, simple mais réconfortante. « Tu cuisines toujours aussi bien, dit Julien. Je n'ai pas vraiment le choix. C'est ça ou les plats préparés du carrefour de Grenoble. » Un silence. « Tu descends souvent à Grenoble ? » « 1 fois par mois, pour faire les courses. Parfois pour voir un film ou une exposition. »« Tu y vas seule ?» Elle posa sa cuillère et le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi cette question ?
Simple curiosité. Non, Julien, rien n'est jamais simple avec toi. Il baissa les yeux. Je voulais juste savoir si tu avais quelqu'un. Elle éclata d'un rire amer. Quelqu'un. Tu veux savoir si je me suis remarié? Si j'ai refait ma vie? Si j'ai oublié? Je ne... Non, Julien. Je n'ai personne. Il y a bien eu quelques tentatives. Des hommes gentils, des professeurs, des médecins, un avocat de Chambéry. Mais à chaque fois, quand ça commençait à devenir sérieux, je me rappelais qu'on ne m'avait jamais donné d'explication. Qu'on m'avait juste abandonné. Comme un meuble dont on ne veut plus. Sa voix se brisa légèrement. Elle reprit une gorgée de soupe, se recomposa. Alors non, je n'ai personne. Je vis seul, avec mon chien, mes livres et mes élèves. C'est suffisant. Mais ce n'était pas suffisant. Julien le voyait dans ses yeux. Ce n'était pas suffisant et ça ne le serait jamais. Il posa sa cuillère. « Mathilde, je... » »« Ne dis rien, le coupa-t-elle. « S'il te plaît, pas ce soir. » Ils terminèrent leur repas en silence. Le deuxième jour, Julien se réveilla tôt, réveillé par un cauchemar qu'il ne parvenait pas à se rappeler. Il resta allongé sur le canapé, fixant le plafond, écoutant le silence de la maison. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. La tempête continuait. La neige avait tout recouvert. Le monde extérieur avait disparu sous un linceul blanc. Il entendit des pas à l'étage. Mathilde était réveillée. Quelques minutes plus tard, elle descendit, déjà habillée, prête à partir. « Tu vas au collège ?»« Oui. Mais les routes ? J'y vais à pied. C'est à 20 minutes. J'ai l'habitude. » Elle enfila son manteau, ses bottes, appela Balzac. « Mathilde, attends. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Je voudrais venir avec toi, au village. » Elle se retourna, surprise. « Pourquoi ? Parce que je ne peux pas rester enfermée ici toute la journée. Parce que je veux voir où tu travailles, ce que tu fais. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait un piège caché derrière ses mots. « Très bien. Mais ne compte pas sur moi pour te défendre si Bernard ou quelqu'un d'autre te cherche des noises. Je ne compte sur personne. » Ils sortirent ensemble dans le froid mordant. Le collège de Sainte-Colombe était un bâtiment de pierre grise, construit dans les années 1960, sobre et fonctionnel. Il accueillait une centaine d'élèves, de la 6e à la 3e, issus du village et des hameaux environnants. Mathilde y enseignait le français et la littérature. Julien la suivit jusqu'à l'entrée. Les élèves arrivaient en groupe, riant, se bousculant, leurs sacs à dos couverts de neige. Plusieurs saluèrent Mathilde avec affection. « Bonjour, Madame Dernier », elle leur répondait avec un sourire chaleureux que Julien ne lui avait pas vu depuis son arrivée. Ils entrèrent dans le bâtiment. Les couloirs étaient décorés de dessins d'élèves, d'affiches sur Victor Hugo, Baudelaire, Apollinaire. Une odeur de craie, de papier et de chauffage au gaz flottait dans l'air. Mathilde monta à l'étage, Julien sur ses talons. Elle ouvrit la porte de sa salle de classe. C'était une pièce lumineuse avec de grandes fenêtres donnant sur la montagne. Les murs étaient tapissés de citations littéraires, de photos d'écrivains, de cartes mentales créées par les élèves. « C'est ici, dit-elle simplement. » Julien entra. Il s'approcha du tableau où était écrit à la craie « Séance 12. Le romantisme. Victor Hugo. Les contemplations. » « Tu leur enseignes Hugo ?»« Oui. Les élèves de 4e. Ils adorent demain dès l'aube. » Julien sourit malgré lui. « Tu me le lisais autrefois. Un soir, dans le salon. Tu pleurais à la fin. » Mathilde se figea. Son visage se ferma. « Ne fais pas ça. »« Quoi ? Ne ramène pas le passé. Ne fais pas comme si on avait partagé quelque chose de beau. Tu es parti. Tu as tout détruit. Alors ne viens pas ici, dans ma classe, dans ma vie, et ne me rappelle pas ce que j'avais avant que tu partes. » La cloche sonna. Les élèves commencèrent à entrer dans la classe, bruyants, joyeux. Mathilde se recomposa instantanément, retrouva son sourire de professeur. « Tu peux rester si tu veux, » dit-elle à voix basse. « Mais reste silencieux. » Julien s'assit au fond de la classe et observa. Mathilde enseignait avec passion. Elle posait des questions, écoutait les réponses, encourageait même les élèves les plus timides. Elle lisait des extraits de poèmes avec une émotion palpable, faisait des gestes amples pour illustrer ses propos, riait quand un élève faisait une remarque pertinente. Elle était vivante ici, plus vivante que dans sa maison, plus vivante que lorsqu'elle était avec lui. Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une douleur sourde, familière,
Le regret. À la fin du cours, les élèves sortirent en discutant entre eux. Une jeune fille d'une quinzaine d'années s'attarda, s'approcha du bureau de Mathilde. « Madame, j'ai terminé le livre que vous m'aviez prêté. »« Ah oui, l'écume des jours? Tu as aimé ?»« J'ai adoré. Mais c'était tellement triste. » Mathilde sourit. « C'est Boris Vian. C'est toujours triste. Et toujours magnifique. » La jeune fille sourit à son tour, puis remarqua Julien au fond de la classe. « C'est qui, lui ?» Mathilde hésita une fraction de seconde. « Un ancien ami. Il est de passage. »« D'accord. Bon après-midi, madame. » Elle sortit en trottinant. Julien se leva, s'approcha du bureau. « Un ancien ami, » répéta-t-il doucement. « C'est plus simple que d'expliquer la vérité. » « Et quelle est la vérité ?» Mathilde rangea ses affaires dans son sac, évitant son regard. « Que tu es quelqu'un qui est passé dans ma vie, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'aurait jamais dû revenir. » Elle se dirigea vers la porte. « Je dois corriger des copies au CDI. Tu peux rentrer seule. Tu connais le chemin. » Elle sortit sans attendre de réponse. Julien erra dans les couloirs du collège, perdu dans ses pensées. Il s'arrêta devant un panneau d'affichage où était épinglé un article de journal local. Le titre le fit se figer. « Le collège de Sainte-Colombe menacé de fermeture ». Il lut l'article en diagonale. Faute de financement, l'établissement allait être fermé à la fin de l'année scolaire. Les élèves devraient se rendre à Grenoble à plus d'1 heure de route. Pour les familles modestes, c'était impossible. Beaucoup d'enfants devraient arrêter leurs études. Julien sentit son sang se glacer. « Vous l'avez vu, hein ?» Il se retourna. Un homme d'une 60aine d'années, costume gris fatigué, lunettes sur le bout du nez, le regardait avec une expression triste. C'était Monsieur Perrin, le principal du collège. « C'est une catastrophe, » continua-t-il. « J'ai tout essayé. Demande de subvention, pétition, réunion avec le rectorat. Rien. On n'a plus d'argent. Les bâtiments sont vieux, il faudrait refaire la toiture, changer le système de chauffage. On ne peut pas. Et Madame Dernier ? Monsieur Perrin soupira. Elle est dévastée. Ce collège, c'est toute sa vie. Elle enseigne ici depuis qu'elle a 22 ans. Elle a formé presque tous les jeunes du village. Et maintenant, elle devra partir. Trouver un poste ailleurs. Quitter Sainte-Colombe. Julien sentit quelque chose se briser en lui. De combien vous auriez besoin ? Le principal le regarda, surpris. Pardon ? De combien d'argent vous auriez besoin ? Pour sauver le collège ? Monsieur Perrin cligna des yeux, décontenancé. Je ne sais pas exactement. Peut-être 200 000 euros, 300 000. Mais pourquoi vous ? Merci, coupa Julien. Il tourna les talons et sortit du bâtiment. Il rentra à la maison, le cerveau en ébullition. Il attrapa son téléphone. Toujours pas de réseau. Il alluma son ordinateur portable. Par miracle, la connexion Wi-Fi de Mathilde fonctionnait encore. Il ouvrit sa messagerie, commença à taper un email à son assistante à Paris. Puis, il s'arrêta. Pourquoi faisait-il ça ? Pour se racheter ? Pour impressionner Mathilde ? Pour acheter son pardon ? Non, c'était plus profond que ça. Pour la première fois depuis 10 ans, Julien Lavasseur voulait faire quelque chose de bien. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le profit, avec le pouvoir, avec son image. Il voulait protéger ce qui était important pour elle, même si elle ne le saurait jamais, même si ça ne changerait rien entre eux. Il termina son email, l'envoya et ferma l'ordinateur. Mathilde rentra en fin d'après-midi, l'air épuisé. Elle accrocha son manteau, retira ses bottes et s'effondra sur le canapé. « Longue journée ?» demanda Julien. « Oui. » Elle ferma les yeux, posa sa tête contre le dossier du canapé. « Tu as vu l'article ? Sur le collège. Ce n'était pas une question. »« Oui. »« Alors tu sais, » un long silence. « Je vais devoir partir, dit-elle d'une voix blanche. J'ai déjà commencé à chercher des postes. Lyon, Annecy, peut-être Chambéry. Et cette maison ? Je la vendrai. Ou je la louerai. Je ne sais pas encore. » Julien sentit sa gorge se serrer. « Tu aimes cet endroit ? » ?»« Oui. » Sa voix se brisa légèrement. « J'aime cet endroit. J'aime ce village. J'aime mes élèves. Mais je n'ai pas le choix. » Elle ouvrit les yeux, le regarda. « C'est comme ça, la vie. Parfois, tu n'as pas le choix. Tu dois juste continuer. » C'était un reproche déguisé. Une allusion à son départ à lui, 10 ans plus tôt. « Mathilde ? » ?»« Non. » Elle leva une main. « Ne dis rien. Pas maintenant. Je suis trop fatigué pour cette conversation.
Elle se leva, monta à l'étage. Julien resta seul dans le salon, le cœur lourd. Le soir, vers 20h, Mathilde redescendit. Elle portait un pantalon de jogging et un pull trop grand. Ses cheveux étaient détachés, tombant en désordre sur ses épaules. Elle avait l'air fragile, vulnérable. Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit son ordinateur portable et commença à travailler. Julien s'approcha, hésitant. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je regarde les offres d'emploi, les postes vacants pour la rentrée prochaine. » Il s'assit en face d'elle, observant son visage éclairé par la lumière bleutée de l'écran. « Tu veux vraiment partir ?»« Non. » Elle ne leva même pas les yeux. « Mais je n'ai pas le choix. »« Il y a toujours un choix. » Elle s'arrêta de taper, leva enfin les yeux vers lui. Et dans son regard, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. De la rage. « Un choix ? Tu me parles de choix, toi ? Toi qui es parti sans explication, sans un mot, sans me laisser la possibilité de comprendre, de te retenir, de te dire au revoir. Mathilde. Non. Elle se leva brusquement, la chaise raclant violemment le sol. Non, Julien. Tu ne vas pas me donner de leçons sur les choix. Tu as choisi. Tu as choisi de partir. Tu as choisi ta carrière, ton argent, ta vie parfaite à Paris. Et moi, je suis resté ici, à me demander ce que j'avais fait de mal, à me demander si j'avais été trop ennuyeuse, trop simple, trop insignifiante pour toi. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues, incontrôlables. Tu veux savoir la vérité? La vraie vérité? Je t'ai attendu. Pendant des mois, je me disais que tu allais revenir, que tu allais m'expliquer, que tu allais me dire que c'était une erreur. Mais tu n'es jamais revenu, jamais. Julien se leva, voulut s'approcher, mais elle recula. Ne me touche pas. Mathilde, s'il te plaît. Tu m'as détruite. Elle hurla, la voix brisée. Tu m'as détruite et tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu es reparti à Paris, tu as continué ta vie. Et moi je suis resté ici, brisé, à essayer de recoller les morceaux. Julien sentit ses propres larmes monter. Il ne pleurait jamais. Jamais. Mais là, devant cette femme qu'il avait aimée et qu'il avait détruite, il ne pouvait plus se retenir. « Je sais », murmura-t-il d'une voix étranglée. « Je sais, et je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Pourquoi ? Elle le regardait maintenant, les yeux rougis, le visage ravagé par les larmes. « Pourquoi tu es parti ?» Et pour la première fois, Julien dit la vérité. « Parce que j'avais peur. » Mathilde cligna des yeux, déstabilisée. « Peur de quoi ? Peur de toi. Peur de ce que tu me faisais ressentir. » Il s'assit lourdement sur une chaise, la tête entre les mains. « Quand j'étais avec toi, je voyais l'homme que je pourrais devenir. Un homme meilleur. Un homme qui vivrait simplement, qui serait heureux avec peu, qui construirait une vraie vie avec toi, ici, dans cette maison. Et ça me terrifiait. Pourquoi ? Parce que je ne me croyais pas capable d'être cet homme. » Il leva les yeux vers elle, les larmes coulant librement maintenant. « Toute ma vie, j'ai construit des murs. J'ai appris à ne rien ressentir, à ne dépendre de personne, à ne jamais montrer de faiblesse. Et puis tu es arrivé, et tu as démoli tous mes murs. Tu m'as fait ressentir des choses que je ne voulais pas ressentir. Tu m'as fait espérer des choses que je ne pensais pas mériter. » Mathilde restait immobile, silencieuse, les larmes séchant sur ses joues. « Alors je suis parti, » continua Julien, « parce que c'était plus facile, parce que je pouvais retourner à ma vie, à mon monde, où je contrôlais tout, où je n'avais besoin de personne, où je n'avais pas peur. » Il se leva, s'approcha d'elle, mais ne la toucha pas. « Mais tu veux savoir ce qui est drôle ? Pendant 10 ans, j'ai construit un empire. J'ai gagné des millions. J'ai tout ce que je voulais. Et je suis l'homme le plus seul au monde. » Le silence qui suivit fut absolu. Mathilde le regardait, et dans ses yeux, il vit quelque chose se briser. Pas de la colère, pas de la haine, juste de la tristesse. Une tristesse infinie. « Tu aurais dû me le dire, » murmura-t-elle. « Tu aurais dû me dire que tu avais peur. On aurait pu en parler. On aurait pu trouver une solution. Je sais, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment dire à quelqu'un que je ne méritais pas d'être aimé. » Mathilde s'approcha lentement. Elle leva une main, hésita, puis la posa doucement sur sa joue. « Tu étais idiot, » dit-elle dans un souffle. « Je sais. Et tu m'as fait tellement de mal ? Je sais. » Elle retira sa main, recula. « Mais tu sais quoi ? Ça ne change rien. Tu es parti, et on ne peut pas revenir en arrière. » Julien hocha la tête, les larmes coulant toujours. « Je sais. » Mathilde essuya ses yeux,
inspira profondément. « Va dormir, Julien. Demain, la tempête sera finie, et tu partiras. » Elle monta à l'étage, ferma la porte de sa chambre. Julien resta seul dans la cuisine, effondré sur une chaise, pleurant pour la première fois depuis des années. Pleurant pour ce qu'il avait perdu, pleurant pour l'homme qu'il aurait pu être. Julien se réveilla avec une migraine lancinante et les yeux gonflés. Il avait à peine dormi. Les mots de Mathilde tournaient en boucle dans sa tête. « Tu m'as détruite ». Ces 3 mots pesaient plus lourd que tout ce qu'il avait construit en 10 ans. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. La tempête avait cessé. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque douloureux à regarder. La neige recouvrait tout d'une couche immaculée, transformant le paysage en une carte postale parfaite. Les routes seraient dégagées d'ici quelques heures. Il devait partir. Mais avant, il devait faire quelque chose. Il alluma son ordinateur portable, se connecta au Wi-Fi. Son email à son assistante avait été lu. Elle avait déjà répondu, efficace comme toujours. « Monsieur Lavasseur, j'ai bien reçu votre demande. Je vous rappelle que vous avez une réunion stratégique demain matin avec le conseil. Dois-je la reporter ?» Julien tapa rapidement. « Oui, reportez tout, indéfiniment. » Il envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis il ouvrit un autre email, celui destiné à ses associés chez Lavasseur Capital Partners. Il commença à taper, les doigts tremblants sur le clavier. « Messieurs, après mûre réflexion, j'ai décidé de me retirer de mes fonctions de directeur général. Cette décision est irrévocable. Je céderai mes parts dans les conditions que nous définirons ensemble. Je ne souhaite plus être impliqué dans les opérations quotidiennes. Par ailleurs, concernant le projet d'acquisition des terrains communaux de Sainte-Colombe, je demande l'annulation immédiate de cette transaction. Si nécessaire, je rachèterai personnellement ces terrains pour les restituer à la commune. Je vous remercie pour ces années de collaboration. Julien Lavasseur. » Il relut le message 3 fois, puis cliqua sur « Envoyer ». Un poids énorme se souleva de ses épaules. Il ferma l'ordinateur, inspira profondément. C'était fait. Il venait de démanteler en quelques lignes tout ce qu'il avait passé 20 ans à construire. Et étrangement, il se sentait libre. Vers 9 heures, Mathilde descendit. Elle portait un pull en laine ivoire et un jean usé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche. Elle avait les traits tirés, les yeux cernés. Elle l'aperçut dans le salon et s'arrêta. « Bonjour », dit-elle d'une voix neutre. « Bonjour ». Un silence gêné s'installa. « La tempête est finie », dit-elle en regardant par la fenêtre. « Les chasse-neige vont passer dans la matinée. Tu pourras partir cet après-midi. »« Oui. » Elle hocha la tête, se dirigea vers la cuisine. Julien la suivit. « Mathilde. » Elle s'arrêta, dos à lui. « Je voulais te dire merci de m'avoir laissé rester. Je sais que ce n'était pas facile pour toi. » « Non, ça ne l'était pas. » Elle se tourna vers lui, le visage fermé. « Mais c'était nécessaire. Pour toi, comme pour moi. On avait besoin de se dire ces choses, même si ça fait mal. » Oui. Elle s'approcha de la table, s'assit et posa ses mains bien à plat devant elle. Julien s'assit en face d'elle. « Hier soir, j'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, à ce que tu m'as dit. Sur ta peur, sur le fait que tu ne te croyais pas capable d'être cet homme. » Elle leva les yeux vers lui. « Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je ne peux pas te pardonner. » Julien sentit son cœur se serrer, mais il hocha la tête. « Je comprends. Laisse-moi finir. » Sa voix était douce mais ferme. « Je ne peux pas te pardonner parce que le pardon, ça implique qu'on oublie, qu'on tourne la page. Et je ne peux pas oublier. Tu fais partie de mon histoire, Julien. Tu as laissé une cicatrice. Et cette cicatrice, je la porterai toujours. » Ses yeux s'humidifièrent légèrement. « Mais je peux comprendre. Je peux accepter que tu étais perdu, que tu avais peur, que tu as fait le mauvais choix. Et je peux te souhaiter de trouver la paix. » Elle tendit une main vers lui. Julien la prit, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. « Je te souhaite de devenir l'homme que tu aurais dû être, » murmura-t-elle. « Pas pour moi, pour toi. » Julien serra sa main, les larmes aux yeux. « Merci. » Elle retira doucement sa main, se leva. « Je vais au collège. J'ai cours dans 1 heure. »« D'accord. » Elle enfila son manteau, ses bottes, appela Balzac. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Au revoir, Julien. »« Au revoir, Mathilde. » Elle sortit dans la neige, Balzac trottinant à côté d'elle. Julien la regarda s'éloigner, sa silhouette se découpant contre le blanc éclatant du paysage, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant du chemin. Il savait qu'il ne la reverrait jamais. Julien passa la matinée à ranger ses affaires, à effacer toute trace de son passage.
Il plia les couvertures qu'il avait utilisées, les remit dans le placard. Il lava sa tasse de café, l'essuya, la rangea. Il raviva le feu dans la cheminée, rajouta une bûche pour qu'il dure jusqu'au retour de Mathilde. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il écrivit une lettre. Il trouva du papier et un stylo dans le tiroir du bureau, s'assit et commença à écrire. Les mots venaient difficilement, maladroitement, mais ils venaient. Mathilde, je ne sais pas comment commencer. Peut-être simplement en te disant la vérité. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas une seule journée en 10 ans. Chaque fois que je prenais une décision, chaque fois que je signais un contrat, chaque fois que je me regardais dans le miroir, je pensais à toi, à ce que tu aurais pensé de l'homme que j'étais devenu. Tu m'as dit hier soir que je t'avais détruite, et c'est vrai. Mais tu sais quoi? Tu m'as détruit aussi, pas de la même manière. Tu m'as détruit en me montrant ce que j'aurais pu être, en me montrant qu'il existait une autre vie, une vie simple, vraie, pleine d'amour et de sens. Et je n'ai pas été capable de la saisir. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que cette tempête, ce retour forcé dans ta vie, m'a ouvert les yeux. J'ai passé 10 ans à fuir, à construire des murs, à me convaincre que je n'avais besoin de personne. Et maintenant je réalise à quel point j'avais tort. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, mais je sais une chose. Je ne veux plus être l'homme qui détruit. Je veux être l'homme qui construit, qui aide, qui protège. Tu m'as dit de devenir meilleur, pas pour toi, pour moi. Je vais essayer, je te le promets. Merci de m'avoir ouvert ta porte. Merci de m'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir laissé voir, une dernière fois, la vie que j'aurais pu avoir. Sois heureuse, Mathilde. Tu le mérites plus que personne. Julien. Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe qu'il laissa sur la table de la cuisine, appuyée contre le vase de fleurs séchées. Puis il prit son manteau, ses clés de voiture et sortit. Le village était magnifique sous la neige. Les toits des chalets fumaient doucement. Les rues étaient déblayées par les habitants. Les enfants jouaient dans la poudreuse en riant. Julien marcha jusqu'au collège, les mains dans les poches, le cœur lourd. Il trouva M. Perrin dans son bureau, penché sur des dossiers administratifs. Le principal leva les yeux en le voyant entrer. « Monsieur Lavasseur, c'est ça ?»« Oui. Que puis-je faire pour vous ?» Julien ferma la porte derrière lui, s'assit en face du principal. « Hier, je vous ai demandé de combien vous aviez besoin pour sauver le collège. Vous m'avez dit 200 000, peut-être 300 000 euros. » Monsieur Perrin hocha la tête, prudent. « Oui, à peu près. Mais je ne comprends pas. Je vais vous donner 350 000 euros. » Le silence qui suivit fut total. Monsieur Perrin cligna des yeux, ouvrit la bouche, la referma. « Pardon ? Vous allez recevoir un virement dans les prochains jours de la part d'une fondation privée. 350 000 euros. Assez pour rénover le collège, payer les salaires et tenir au moins 3 ans. Mais je ne... Comment? Pourquoi? Julien se leva. Parce que ce collège est important. Pour le village, pour les élèves, pour... Il hésita. Pour Madame Dernier. Monsieur Perrin se leva à son tour, abasourdi. Monsieur Lavasseur, je ne sais pas quoi dire. C'est extraordinaire. Comment pourrais-je vous remercier? Vous ne me remerciez pas. Et surtout, vous ne dites à personne d'où vient l'argent. C'est anonyme. Vous comprenez? Personne ne doit savoir. Mais Madame Dernier, surtout pas elle. Julien le regarda droit dans les yeux. Surtout pas elle. Promettez-le-moi. Monsieur Perrin hésita, puis hocha la tête. Je vous le promets. Bien. Julien se dirigea vers la porte, puis se retourna. Une dernière chose. Les terrains communaux. Ceux que votre commune devait vendre à un promoteur. La vente est annulée. Les terrains restent propriété de la commune. Pour toujours. Monsieur Perrin porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Monsieur Lavasseur, Au revoir, Monsieur Perrin. Julien sortit du bureau avant que le principal ne puisse ajouter quoi que ce soit. Il marcha encore un peu dans le village. Il passa devant la boulangerie, devant le café-tabac où Bernard et quelques autres hommes jouaient aux cartes. Bernard le vit à travers la vitre, se leva, sortit. « Tu pars » demanda-t-il sans hostilité cette fois. « Oui. » Bernard hocha la tête, les mains dans les poches. « C'est mieux comme ça. Je sais. » Un silence. « Tu l'as fait souffrir, dit Bernard. Vraiment. Je sais. Mais elle va s'en remettre. Elle est forte.
plus forte que tu ne le penses. Je sais ça aussi. Bernard tendit une main. Julien la serra. Prends soin de toi, dit le menuisier. Toi aussi. Bernard rentra dans le café. Julien continua son chemin, remonta vers la maison de Mathilde. Sa Mercedes était presque entièrement dégagée. Un voisin avait dû la déneiger. Julien monta à l'intérieur, démarra le moteur. Il fonctionna au premier essai. Il resta un moment assis, les mains sur le volant, regardant la maison une dernière fois. Cette maison où il avait été heureux, autrefois. Cette maison où il avait tout gâché. Il sortit de la voiture, retourna à l'intérieur une dernière fois. Dans l'entrée, il aperçut un cadre photo qu'il n'avait pas remarqué avant. C'était une photo de Mathilde, beaucoup plus jeune, souriante, entourée de ses élèves. Elle avait l'air radieuse. Il sourit tristement, remit le cadre à sa place et sortit. Il monta dans sa voiture, enclencha la marche arrière et quitta la clairière. 3 mois plus tard, Paris. Julien Lavasseur n'existait plus. Enfin, pas de la même manière. Il avait démissionné de son poste chez Lavasseur Capital Partners. Vendu ses parts. Vendu son appartement haussmannien. Vendu presque tout. Il avait déménagé à Bordeaux, dans un petit appartement de 2 pièces donnant sur la Garonne, loin des montagnes, loin de tout. Il ne dirigeait plus rien. Il ne négociait plus de contrats à 8 chiffres. Il ne participait plus à des dîners mondains où l'on parlait de marché boursier et de stratégie d'acquisition. À la place, il travaillait maintenant comme consultant bénévole pour une association qui aidait les petites communes rurales à se développer. Il analysait leur budget, les aidait à trouver des subventions, les conseillait sur la gestion de leurs ressources. C'était un travail modeste, anonyme, loin des projecteurs. Et pour la première fois depuis des années, Julien se sentait utile. Ses anciens collègues l'avaient cru fou. Son assistante avait pleuré en apprenant son départ. Ses associés avaient tenté de le retenir, lui proposant des augmentations, des avantages, des promesses. Mais il avait refusé, poliment mais fermement. Il ne leur devait aucune explication. Il ne leur devait rien. Un soir d'avril, alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Lavasseur? C'est Monsieur Perrin, du collège de Sainte-Colombe. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Oui, bonsoir. Je voulais vous tenir au courant. Le collège est sauvé, les travaux de rénovation ont commencé. On a même pu embaucher un nouveau professeur de mathématiques. Et les terrains communaux, ils vont être transformés en parcs pour les enfants. » Julien sourit. « C'est une excellente nouvelle. Tout ça grâce à vous? » « Non, grâce à la mobilisation du village, grâce aux enseignants, grâce à tous ceux qui y ont cru. » Un silence. « Madame Dernier ne sait toujours pas que c'est vous, » dit doucement Monsieur Perrin. « Bien. Elle m'a demandé plusieurs fois d'où venait l'argent. Je lui ai dit qu'une fondation anonyme avait fait un don. Elle a hoché la tête, mais je crois qu'elle se doute de quelque chose. » Julien ferma les yeux. Tant qu'elle ne sait pas avec certitude, c'est tout ce qui compte. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle sache? Parce que ce n'est pas pour elle que j'ai fait ça. C'est pour moi. Monsieur Perrin sembla comprendre. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Lavasseur. Non, mais j'essaie de le devenir. Ils se dirent au revoir. Julien raccrocha, posa son téléphone sur la table et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur la Garonne, teintant l'eau de reflets dorés. Il pensa à Mathilde. Il pensait souvent à elle. Se demandait comment elle allait, si elle était heureuse, si elle avait trouvé quelqu'un. Il espérait que oui. Il espérait qu'elle avait tourné la page, qu'elle vivait pleinement, qu'elle riait avec ses élèves, qu'elle lisait des poèmes au coin du feu, qu'elle était en paix. Et lui, était-il en paix? Pas encore, mais il avançait, un pas à la fois. 1 an plus tard, Sainte-Colombe. Mathilde Dernier corrigeait des copies dans sa salle de classe, un mug de thé fumant à côté d'elle. Par la fenêtre, elle apercevait les montagnes encore enneigées, majestueuses et éternelles. Le collège était méconnaissable. Les salles avaient été repeintes, le chauffage fonctionnait enfin correctement. La bibliothèque avait été rénovée et remplie de nouveaux livres. Les élèves étaient heureux, les parents étaient soulagés. Le village avait retrouvé son cœur battant, et elle était toujours là. Elle n'avait pas eu à partir, elle n'avait pas eu à tout recommencer ailleurs. Parfois, elle se demandait d'où venait vraiment cet argent. Monsieur Perrin lui avait parlé d'une fondation anonyme, mais quelque chose en elle ne croyait pas à cette explication.
C'était trop coïncident, trop parfaitement synchronisé. Elle avait pensé à Julien. Évidemment qu'elle avait pensé à lui. Mais elle n'avait jamais cherché à vérifier. Parce qu'au fond, est-ce que ça changeait quelque chose? Il était parti, encore une fois. Et cette fois, elle savait qu'il ne reviendrait jamais. Et c'était bien ainsi. Elle avait fait son deuil. Pas de leur histoire. On ne fait jamais vraiment le deuil d'un premier amour, mais de l'idée qu'il pourrait revenir, qu'il pourrait réparer ce qui avait été brisé. Certaines choses ne se réparent pas. On apprend juste à vivre avec. Un soir de juin, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste son prénom écrit à la main. Elle l'ouvrit, intriguée. À l'intérieur, une simple carte. Aucune signature, juste quelques mots. Pour la femme qui m'a appris ce que c'est qu'aimer quelqu'un sans condition. Merci de m'avoir montré qui je pouvais devenir. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. Mathilde sentit les larmes monter. Elle retourna la carte cherchant un indice, une signature, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Elle s'assit sur le canapé, Balzac venant poser sa tête sur ses genoux. Elle caressa son pelage doux, les yeux fixés sur la carte. « Idiot », murmura-t-elle dans un souffle. « Tu es un idiot, Julien Levasseur. » Mais elle souriait. Pas le sourire de quelqu'un qui pardonne, ni celui de quelqu'un qui oublie. Le sourire de quelqu'un qui comprend, qui accepte, qui laisse partir. Épilogue. 2 ans plus tard, Julien Levasseur marchait le long de la plage de Lacanau, pieds nus dans le sable encore tiède du soleil de fin d'après-midi. Il avait maigri, bronzé, ses cheveux grisonnaient légèrement sur les tempes. Il portait un jean usé et un pull marin. Il travaillait toujours pour l'association. Il avait aidé à sauver 7 petites écoles rurales en 2 ans, 7 villages qui, sans ce coup de pouce, auraient perdu leur âme. Il vivait simplement. Un petit appartement, peu de possessions, beaucoup de livres. Il avait recommencé à lire. Hugo, Camus, Duras, tous les auteurs que Mathilde aimait. Il ne s'était pas remarié, n'avait même pas essayé. Il n'était pas prêt. Peut-être qu'il ne le serait jamais. Et c'était bien ainsi. Il n'avait plus de nouvelles de Sainte-Colombe. Il avait volontairement coupé les ponts avec M. Perrin. Il ne voulait pas savoir, ne voulait pas être tenté de revenir. Certains chapitres doivent se refermer, définitivement. Le soleil se couchait sur l'océan, embrasant le ciel de teintes orangées et pourpres. Julien s'assit sur le sable, les genoux repliés, regardant les vagues mourir sur le rivage. Il pensa à Mathilde, comme souvent. Se demanda si elle pensait parfois à lui, si elle avait compris que c'était lui, si elle lui en voulait encore. Il espérait que non. Il espérait qu'elle vivait pleinement, qu'elle aimait, qu'elle riait, qu'elle était heureuse. Et lui, il ne pouvait pas dire qu'il était heureux. Pas complètement. La cicatrice était toujours là, profonde, douloureuse par moments. Mais il pouvait dire qu'il était en paix, qu'il avait arrêté de fuir, qu'il avait arrêté de détruire, qu'il essayait chaque jour d'être un peu meilleur que la veille. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que la rédemption ne consistait pas à être pardonné. Peut-être qu'elle consistait simplement à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui méritait enfin de vivre avec lui-même. Loin de là, dans les Alpes, Mathilde fermait les volets de sa maison alors que la nuit tombait. Balzac dormait déjà dans son panier, près de la cheminée. Elle avait passé une bonne journée. Ses élèves de 3e avaient brillamment présenté leur projet sur Les Misérables. Elle était fière d'eux. Elle prépara une tisane, s'installa sur le canapé avec un livre, L'étranger de Camus. Elle l'avait lu 100 fois, mais elle ne s'en lassait jamais. Sur la première page, la dédicace de sa mère. Elle passa un doigt dessus, sourit doucement. Puis, elle tourna la page et commença à lire. Quelque part, très loin, un homme qu'elle avait aimé essayait de devenir meilleur. Quelque part, elle le savait. Et quelque part, elle lui souhaitait de réussir, parce qu'au fond, c'était tout ce qu'on pouvait faire pour ceux qu'on avait aimés, leur souhaiter de trouver la paix. Même si cette paix était loin de nous, même si on ne la partagerait jamais. On ne revient pas en arrière. On n'efface pas ce qu'on a brisé. On ne reconquiert pas ce qu'on a détruit. Mais on peut décider de ne plus jamais être celui qui brise. Et parfois, c'est la seule forme de pardon qui existe. Celle qu'on s'accorde à soi-même, en devenant enfin l'homme qu'on aurait toujours dû être.